Le journal de 6h. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Non, il n'est pas normal de se faire agresser pour une tenue. Non, cette violence ne doit pas être tue ni banalisée. C'est pour ces raisons qu'un père de famille décide de sortir du silence sur Europe 1. Fin juillet, lui et sa fille se sont fait rouer de coups à la gare de Meulan en Yvelines, en région parisienne. Les agresseurs, un couple en tenue islamique, reprochaient à la jeune femme de ne pas être suffisamment couverte. Jean-Baptiste Marty. En ce dimanche après-midi, Laurent accompagne sa fille sur le quai de la gare. Elle porte un short court, tenue d'usage pour l'événement où elle se rend, un concert de K-pop de la musique sud-coréenne au Stade de France. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme. Le mec, sacré gabarit, un bon 1m85 facile. Et puis sa femme qui portait un voile entier, noir. La dame, elle tourne la tête vers nous, elle parle à son mari ou son copain, je sais pas. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je vais niquer ta mère la pute, espèce de salope. La situation dégénère et les coups pleuvent. Je me suis retrouvé par terre, beaucoup de coups de pied, dans la tête, dans le dos, partout, dans les fesses et la cuisse. Ce papa perd connaissance sous les yeux de sa fille qui, elle, est rouée de coups par la femme en djellaba. La jeune femme est ensuite forcée d'aller retirer 140 € à un distributeur. Bilan, 10 jours d'incapacité de travail pour le père, 9 points de suture et 27 jours d'arrêt pour sa fille. Aujourd'hui, Laurent s'interroge sur ce déchaînement de violence. Cette tenue, c'est une tenue normale. Normale dans un monde normal, dans un monde, nous sommes en démocratie. La démocratie, on l'accepte, c'est tout. Sinon, on va ailleurs. Les deux agresseurs présumés placés en détention provisoire seront jugés le 23 septembre. L'homme avait déjà été condamné pour violence ayant entraîné une infirmité permanente. Document européen exceptionnel signé Jean-Baptiste Marty. Un tsunami blanc s'abat sur la France. Le constat accablant de l'OFAST au sujet de la consommation de cocaïne dont les saisies ont augmenté de 130% en 2024. Plus largement, dans un rapport de 62 pages, l'Office anti-stupéfiants affirme que la drogue est devenue le plus grand marché criminel du pays, avec près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Un marché qui ne connaît pas de zone blanche, selon ce document. Alors le diagnostic est fait. Maintenant, quel remède appliquer? Les narcotrafiquants menacent l'ordre républicain, selon les rédacteurs. Jusqu'où va la menace? La France peut-elle encore faire face au cartel? Nous dévoilons toutes ces informations Europe 1 avec le chef de l'OFAST, Dimitri Zoulas, notre invité à 7h10. Depuis 2023 et l'entrée en vigueur de la loi anti-squat, le nombre d'expulsions de squatteurs a triplé en France. Mais sans surprise, les squatteurs s'adaptent et trouvent de nouvelles techniques pour occuper illégalement des logements le plus longtemps possible sans risquer d'être expulsés. De plus en plus, ils se servent des plateformes type Airbnb pour arriver à leur fin. Une méthode qui laisse les propriétaires totalement impuissants, Antoine Bienvaux. Oui, le principe est simple. Le squatteur loue d'abord un logement sur la plateforme Airbnb en se faisant passer pour un vacancier. Une fois installé dans l'appartement ou la maison, il change alors la serrure à l'insu du propriétaire qui ne peut donc plus accéder au logement. Et c'est là que le cauchemar commence, car selon la loi française, il est presque impossible d'expulser un squatteur qui utilise cette technique. C'est ce qu'explique Théo Berthet, responsable des acquisitions pour le site squatsolution.com. Quelqu'un qui squatterait un appartement via Airbnb n'est pas rentrer dans le bien par voie de fait. Une voie de fait, qu'est-ce que c'est? C'est une ruse, une violence physique ou verbale ou une effraction. Il est rentré légalement. Donc, pour pouvoir demander l'expulsion express des squatteurs, il faut prouver cette fameuse voie de fait et c'est pas possible si les occupants n'ont pas cassé la porte. Pour le propriétaire, il n'y a alors pas d'autre choix que d'entamer des procédures d'expulsion qui peuvent prendre des mois, voire des années. Et attention, si cela vous arrive, ne soyez pas tenté de vous faire justice vous-même, car si le squatteur dépose plainte, vous pourriez risquer jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende pour violation du domicile. Les explications d'Antoine Bienvaux. Le nouvel accord franco-britannique sur l'immigration entre en vigueur aujourd'hui. Ce texte, signé début juillet lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, prévoit l'expérimentation d'un échange inédit de migrants. Paris s'est engagé à reprendre des clandestins qui ont tenté de traverser la Manche en small boat. En contrepartie, Londres doit accepter un nombre similaire de demandes de titres de séjour effectuées par des migrants présents dans l'Hexagone. C'est l'une des priorités affichées par Bruno Retailleau depuis son arrivée place Beauvau, l'expulsion des étrangers radicalisés. Un élément clé de la lutte antiterroriste. On se souvient que des attaques récentes, comme celle de Mulhouse en février dernier, ont été commises par des ressortissants étrangers. Jacques Serret, vous avez pu consulter pour Europe 1 le bilan de ces éloignements depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier, 64 étrangers radicalisés ont été contraints de quitter la France, 9 rien qu'au mois de juillet. Des expulsions effectives, ciblées et assumées. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est une priorité absolue. Bruno Retailleau en fait un marqueur politique. Il suit de près ces renvois avec un décompte chaque semaine sur son bureau. Les préfets sont
personnellement responsabilisé, indique un conseiller. Et dans les Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère applique la consigne à la lettre. L'ancien directeur de cabinet de Gérald Darmanin à Beauvau a signé au mois de juillet, en un mois, 4 expulsions de profils hautement sensibles. Parmi eux, un Tunisien, ancien combattant de Daesh, suspecté de préparer une action violente sur notre sol, ou encore un Syrien fiché pour visionnage de vidéos de l'État islamique. Une logique de fermeté dans un contexte de menaces persistantes. 9 attentats ont été déjoués en 2024, dont 3 visaient les Jeux Olympiques. L'an dernier, 142 expulsions de ce type avaient été réalisées. Jacques Serret, François Bayrou veut activer tous les leviers possibles pour défendre son futur budget. Le Premier ministre va lancer cet après-midi un podcast intitulé FB Direct, ainsi qu'une série de vidéos sur YouTube dans lesquelles il va répondre aux questions des Français sur la façon de faire près de 44 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Après la présentation des grandes lignes mi-juillet, le budget doit arriver au Parlement à l'automne prochain. Et dans ce contexte, les dépenses sociales sont scrutées de très près. Alors certains dispositifs pourraient être rabotés, voire supprimés. C'est le cas de l'aide à l'équipement versée par la Caisse nationale d'allocation familiale. Elle permet aux ménages les plus modestes d'acheter des appareils électroménagers ou informatiques. Une subvention peu connue et surtout impossible à chiffrer, Barthélémy Philippe. Oui, l'aide à l'équipement mobilier ménager existe dans de nombreux départements sous des formes diverses, prêts sans intérêt et ou subventions. Dans ce cas, la somme est directement versée à un commerçant, ensuite chargé de fournir un canapé ou un lave-linge aux bénéficiaires. L'aide ne profite qu'aux ménages très modestes. Exemple en Saône-et-Loire où le plafond de revenus est fixé à 2100 € net par mois pour une famille avec 2 enfants. Montant maximum 300 € par équipement dans la limite de 450 € par an. Si le budget total du dispositif n'est pas connu, il n'est pas exclu qu'il fasse les frais du projet de loi de finances 2026, d'autant que la gestion de la Caisse nationale d'allocation familiale laisse clairement à désirer. Pour la 3e année consécutive, la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de l'organisme en cause des erreurs dans le versement des prestations sociales, RSA et primes d'activité notamment, chiffrées à plus de 6 milliards d'euros, soit 8% du total des prestations versées par les CAF. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la question des otages israéliens retenus depuis 22 mois par le Hamas. Quelques jours après la publication de vidéos effroyables montrant 2 captifs très affaiblis. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va réunir son cabinet de guerre dans les prochaines heures. Selon des médias locaux, il pourrait annoncer une occupation totale de la bande de Gaza. Jair Bolsonaro, désormais assigné à résidence avant même la fin de son procès pour tentative de coup d'État. L'ancien président brésilien n'a pas respecté son contrôle judiciaire qui lui interdisait notamment de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ce qu'il a pourtant fait ce week-end pour encourager ses partisans à descendre dans les rues du pays afin de le soutenir. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h10. Dès la rentrée, les conditions pour donner son sang vont évoluer. Plusieurs mesures de précaution imposées notamment aux personnes récemment tatouées ou percées seront assouplies. L'objectif, Yasmina Katou, c'est de ne se priver d'aucun donneur potentiel. Oui, il faudra à partir du 1er septembre attendre 2 mois après un tatouage, un piercing ou une séance d'acupuncture pour donner son sang, contre 4 mois aujourd'hui. Même chose si vous avez subi une endoscopie ou une intervention sur des varices. Le délai passe de 4 à 2 mois. Ce délai était imposé pour éviter de contaminer les poches de sang, notamment avec le virus de l'hépatite C. Aujourd'hui, les techniques d'analyse ont évolué pour dépister plus vite et plus précisément les virus dans le sang. Raccourcir les délais devrait permettre d'augmenter le nombre de donneurs et de les fidéliser. Cyria Laperche est directrice médicale de l'établissement français du sang. Lorsqu'un donneur est ajourné, on l'invite à revenir quelque temps après et plus ce délai finalement est court, plus il reviendra facilement. Il y a des études qui ont démontré que lorsque l'on ajournait sur longue durée, le donneur revient de manière moins aisée. Et ce sont notamment les jeunes plus friands de tatouages et de piercings qui sont visés par cette mesure. Les moins de 30 ans représentent 30% des donneurs en France. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Peut-être que vous profitez de vos vacances pour monter à la capitale. Oui, parmi les incontournables de Paris, la basilique du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre. Et si des milliers de touristes s'y rendent chaque jour, très peu de visiteurs savent ce qu'il s'y passe une fois la nuit tombée. Des fidèles participent quotidiennement à un relais de prière, une tradition solidement ancrée puisque ce relais n'a jamais été interrompu depuis 140 ans. Le reportage européen de Caroline Baudry. Sur le tableau du relais dit d'adoration
à l'entrée de l'hôtellerie. Les noms sont inscrits au feutre vert. Zina Marie-Dominique de Pantin, en région parisienne, a choisi son créneau. Je fais 5h jusqu'à 7h. Je mets le réveil ici. Elle quittera ce dortoir, ses rideaux et sa vue imprenable sur Paris. Un bel endroit. On a chacun notre petit box, un lieu qui est intime. Une intimité qui se poursuit dans la basilique, plongée dans la pénombre. Kyrène, chambre suivante, rejointe en quelques pas. C'est calme, on peut prier tranquillement. C'est magnifique. On peut se retrouver à 10, à 15, redescendre à 3, puis remonter. On s'arrange toujours que ça reste pas vite. C'est ainsi que le relais face au Saint-Sacrement, comme le veut la religion catholique, traverse les décennies, explique le recteur des lieux, Stéphane Esclef. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombes tombaient, tous les vitraux sont tombés, mais les gens restaient là. Il y a toutes les cultures ici, toutes les nationalités. C'est incroyable, ils viennent du monde entier réserver. Maintenant, il y a des lieux qui le font, mais depuis 140 ans, je crois qu'on est le number one. Les lourdes portes rouvrent à 6h30. Paris s'éveille sur la butte Montmartre. Les discrets noctambules quittent les chambres sans même croiser le flot de touristes qu'embrasse la basilique. Caroline Baudry. Et puis le retour à la normale est prévu ce matin sur la ligne à grande vitesse entre Paris et le nord de la France. Après un incident électrique hier dans le Val d'Oise qui a entraîné jusqu'à 5 heures de retard pour certains trains et la suppression d'au moins 17 Eurostars et de plusieurs TGV. Merci Maël Hassani, votre journal à 6h. 6h12 sur